Écrivaine camerounaise, désormais connue et reconnue, son œuvre donne à entendre des voix de femmes fortes et dignes. Avec son 4e roman, Les jours viennent et passent, paru aux éditions Gallimard et pour lequel elle a obtenu le prix Amadou Kourouma 2020, elle met en scène 3 générations de femmes éprises de liberté. Emily Boom, bonjour. Bonjour Denise. Nous sommes à la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Pour quelles raisons est-ce important de consacrer une journée par an aux droits des femmes ? Ce qu'il faudrait, idéalement, c'est que toutes les journées soient consacrées aux droits des femmes. Qu'on n'ait pas une journée qu'il va falloir sortir de l'année comme on fait avec toutes les journées un peu particulières. Il y a même la journée de la pomme de terre. Alors non, pour moi, ce n'est pas une si belle et grande nouvelle que ça. En revanche, que les femmes se saisissent de ce chemin-là, de cette opportunité qui est donnée pour élargir ce qu'elles ont envie de faire, oui, bien sûr. C'est une opportunité, ce n'est pas, je ne considère pas ça comme une faveur. Alors dans certains pays en Afrique, notamment comme le Cameroun, Oui. pas notamment, mais comme le Cameroun, ce 8 mars prend des airs de folklore, même avec des scènes de beuverie. N'est-ce pas là un dévoiement de ce que devrait être cette journée ? Alors moi, j'ai de très beaux souvenirs de la journée du 8 mars, mais c'était il y a longtemps. Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'allais déjà à la journée de 8 mars de ma mère, à son travail, où il y avait toutes les femmes, ça se passait dans des restaurants, c'était très joyeux, très festif, et il y avait une forme de sororité comme ça qui se mettait en place. Et moi aussi, quand j'ai travaillé, j'ai eu les journées de 8 mars, donc, et plus le pagne que j'ai offert à ma grand-mère qui me demandait tous les ans, n'oublie pas mon pagne du 8 mars, donc je savais que je devais avoir un pagne pour elle. Donc j'ai beaucoup de jolis souvenirs liés à cette journée, même si je sais par ailleurs ce qu'elle signifie et ce que ça peut avoir de manipulateur sur le plan politique. Oui, après, ça peut aller dans tous les sens. Il y a des journées de beuverie. Ça ne me dérange pas que les femmes s'amusent. Je suis peut-être moins regardante là-dessus que d'autres. Et à côté de ça aussi, il y a, en tout cas au Cameroun, énormément de femmes qui organisent cette journée-là pour sensibiliser sur la justice, sur les droits des femmes, etc. Donc, beaucoup de choses se passent. Mais ce que j'ai décrit existe aussi. Absolument, absolument. Il y a des choses qui sont graves et critiquées, mais je suis moins critique. Ça ne me dérange pas, encore une fois, que les femmes s'amusent. Indulgente. Oui, voilà. Alors, vous ne vous revendiquez pas comme féministe, pourtant les femmes sont au cœur de toute votre œuvre. Quel regard vous portez sur les questions féministes sur le continent ? Je pense qu'il faut bien les définir et bien les penser. Évidemment, la cause des femmes, ce qui concerne les femmes, me concerne et mon travail le montre. Après, je suis très sensible à une revendication intrinsèque des femmes, qu'elles disent, elles, ce qu'elles ont envie de faire et qu'on les écoute. Et ça, oui, j'attends encore de voir. Je pense qu'il y a les femmes veulent faire des choses, elles veulent entreprendre. Et puis il y a aussi une sorte de girl empowerment qui vient un petit peu de haut, de surplomb, qui fait qu'à mon sens, leur parole n'est pas suffisamment relayée et entendue. Ça me manque. Quand on travaille en petits groupes ou quand on rencontre des femmes qui interviennent directement sur le terrain, parfois la parole est différente. Alors Anna, l'une des héroïnes de votre dernier roman, Les jours viennent et passent, est femme, pauvre, dans un milieu conservateur. Cependant, elle réussit à s'en sortir grâce à son intelligence, sa détermination, mais aussi à ce petit quelque chose qu'on pourrait appeler le destin. Est-ce ce que ça veut dire que malgré les vicissitudes, le champ des possibles est toujours ouvert pour les femmes ? Ah oui, toujours. Toujours, mais pour les hommes aussi. Ce serait dommage de renoncer, en fait. Le fait est que quand ça va mal, pour tout le monde, ça va encore plus mal pour les femmes, mais en dessous, ça va encore plus mal pour les enfants. Donc, malheureusement, les sociétés sont stratifiées de cette manière-là. Et aussi, ceux qui portent plus d'espoir, je pense aussi que c'est les enfants et les femmes.
Et c'est pour ça que le trajet de Anna est celui-là. Elle, effectivement, elle part de son village. C'est pas tant qu'elle soit pauvre, c'est qu'elle est paysanne. La question de la catégorie sociale ne se pose pas tout à fait de la même façon. Et elle a envie de progresser par l'éducation et par l'éducation occidentale. Et elle y arrive assez brillamment. Sauf qu'elle se coupe de ce passé-là, elle se coupe de tout ses racines. Voilà, d'une certaine façon, elle éprouve le besoin de disqualifier le passé pour pouvoir avancer vers cet avenir tellement brillant qu'on lui propose. Chacune des 3 générations des femmes de votre roman est en quête de liberté, hein, et en particulier la 3e génération, celle d'aujourd'hui, qui vit dans un monde avec le sida, le terrorisme, Boko Haram, et aujourd'hui avec la pandémie. Et c'est sans doute cela qui marque la volonté de cette quête de liberté. Qu'est-ce que cela dit de la société camerounaise aujourd'hui ? Je pense que c'est une société empêchée, qui n'a pas l'opportunité de s'exprimer comme elle en vit, qui est un peu dans la peur et surtout dans la séparation. C'est-à-dire que chacun souffre de son côté, ça le rend incapable de comprendre ce qu'il a de commun avec les autres, ce qui explique qu'il peut y avoir des drames absolus qui arrivent à une dizaine de kilomètres d'une grande ville et que personne ne s'en soucie. Il y a quelque chose là qui demande à être compris, à être étudié. Et moi, je pense que c'est la peur d'une certaine façon. Mais la peur de quoi ? De tout, en fait. Une incapacité de rêver, de se projeter. Ça va loin, à mon sens, ce qui se passe. Si on n'est pas capable de regarder en face, de poser les choses, s'il y a cette totale délégitimité de la parole de quiconque, en fait. Aujourd'hui, au Cameroun, personne n'a une parole légitime. Alors il y a tout ce sclérose. Les opportunités sont confisquées, alors les jeunes ne rêvent plus, mais le rêve, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la jeunesse. Il y a cette résistance par le corps ou par le rêve. Ce qu'ils font, c'est que les jeunes dans mon roman font, mais un tas de jeunes aussi au Cameroun le font. Mais par qui doit venir le déclic ? Par tout le monde. Parce que tout le monde en souffre, en fait. Je ne parle même pas de la pauvreté qui est le côté évident des choses. Non, tout le monde est en souffrance. C'est un pays où il y a une forme de lassitude et de peur de l'avenir aussi. Fin de règne, on ne sait pas comment les choses vont se passer pour nous et ça se dégrade comme ça de jour en jour. Alors, à l'image de la 3e génération, hein, dont vous parlez dans votre roman, la jeunesse africaine est en proie à d'incommensurables difficultés, mais qui malgré tout, au bout du chemin, il y a quand même une lueur d'espoir. Quand on voit les initiatives de la Nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, ou alors même le mouvement MeToo, hein, qui a eu des relais sur le continent. Quel regard vous portez sur toutes ces initiatives ? Ah, mais j'y suis très attentive. J'y suis très attentive et j'ai beaucoup d'espoir. Et après, moi je suis adulte et je suis navrée de mettre tant d'espoir, d'espérer tant de la jeunesse, plutôt que ce soit nous qui leur apportions, de tellement attendre d'eux qu'ils changent les choses, qu'ils bougent, voilà, cette espèce d'inversion des rôles. Oui, voilà, des rôles, et pour moi est assez inconfortable. Mais oui, parce qu'on n'a pas d'autre choix finalement, et ils font tellement de choses. Ça, c'est MeToo ou le mouvement de Chimamanda Ngozi, mais puis il y a les Y'en a marre, et puis dans toutes les sociétés, dans tous les pays, citoyens. Voilà, les citoyens, les jeunes font énormément de choses, que ce soit dans l'art. À chaque fois, je vais au Cameroun ou n'importe où en Afrique, je suis invitée. Je suis époustouflée par ce qui se fait. J'ai envie de participer. Je dis alors, qu'est-ce que je peux faire avec vous ? Voilà, j'ai envie de ça. C'est une chance pour le continent. Absolument. Cette jeunesse qui en Absolument. veut et qui Ils ne renoncent pas. Qui peut changer. Qui peut changer les choses. Je pense qu'ils peuvent changer. Non seulement ils peuvent changer, mais ils ont envie de changer. Ils ont très envie de changer. Et ce serait dommage que cette génération-là aussi échoue. Mais quel espoir elle a de ne pas échouer, vu le contexte ? Je pense qu'il faudrait qu'on le fasse avec eux. Il faudrait qu'on ait le courage, nous,
notre génération ou celle d'avant, le roman aussi, c'est la désillusion de la génération post-coloniale. Mais que ce soit notre génération ou celle d'avant, si on a manqué de courage jusqu'ici, c'est peut-être le moment de faire avec eux, de leur proposer des choses et d'avancer avec eux. Je pense que si on s'y met tous, il y a enfin cette espèce de cohérence dans l'acte, s'il y a cette espèce de cohésion. Vous en appelez à une union sacrée? Oui, je pense. Il y a quelque chose là qui relève de... Le terme est tellement galvaudé, mais qui ne parle pas de l'expérience personnelle ou des réussites personnelles des uns et des autres. Pour moi, ça parle de communauté, dans un sens. Alors, tous vos romans, que ce soit Le Clan des femmes, Les Maquisards, et puis le dernier, Les jours viennent et passent, mettent en scène des femmes, je le disais au début, fortes et dignes. Est-ce que parce que les voix des femmes ne sont pas assez entendues que vous avez décidé de les porter comme ça par l'écriture? De mon expérience, les voix des femmes sont entendues, tout à fait entendues dans l'espace privé, compte tenu de la place qu'elles ont, et elle n'est pas assez entendue dans l'espace public. Donc leur histoire n'est pas suffisamment... Dans la place privée, contrairement à ce qu'on pense des femmes africaines. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je le dis à chaque fois, parce que je suis un peu lasse d'entendre les femmes africaines qui doivent être aidées parce que les pauvres, etc. Dont il faut avoir pitié. Oui, non, je ne pense pas que... Bien sûr, il y a des femmes en souffrance, mais il y en a partout, et je ne pense pas du tout que les femmes africaines se distinguent par ça. Absolument pas. En revanche, dans l'espace public, je pense qu'il y a une histoire qui ne s'écrit pas suffisamment, qui est l'histoire de ce que les femmes apportent dans la construction de la société. Non pas qu'on puisse interroger ce qu'elles apportent. Qu'elles ont même apporté depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Absolument, absolument. C'est non pas de le prouver, mais simplement de le rendre visible. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de cette voix-là, de dire oui, ça existe bien sûr, et c'est idiot de l'ignorer, parce que si on l'ignore, alors tout le monde croit que les femmes sont malheureuses et qu'elles ont besoin d'être sauvées par les organismes, etc. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça aussi que dans mes livres, c'est moins des femmes fortes que des femmes complètes, complexes, entières. Voilà. Un regard sur les femmes, je pense qu'on peut se le permettre. On peut se permettre aujourd'hui de porter sur nous-mêmes un regard qui sera un regard un petit peu complexe, qui va au fond des choses. Et des femmes debout, comme on dit en Martinique et en Guadeloupe. Voilà. Qui gardent la tête haute. Malgré tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Merci. Et bonne fête. Bah oui, merci. C'est gentil. Bonne fête à vous aussi.